Moi, je pense que quand on n'a pas d'utérus, on devrait se garder une petite gêne avant de dire aux femmes qu'est-ce qui est bon pour elles pour protéger leur droit à l'avortement. Écoutez les femmes, être un allié des femmes, bien, c'est retirer l'article 29 du projet de loi. Est-ce que le ministre va le faire ou il y a trop d'ego pour reculer? L'autonomie reproductive des femmes appartient aux femmes et non pas au ministre de la Justice. C'est elles qui sont souveraines. Avoir de l'humilité, c'est d'écouter les groupes qui viennent nous parler, d'écouter la population, Madame la Présidente aussi. C'est de faire en sorte aussi de prendre le recul pour réfléchir, Madame la Présidente, par respect pour les consultations qui viennent de se terminer. Alors, enchasser le droit à l'avortement dans une constitution québécoise. L'intention donc du ministre Simon-Jolin Barrette fait controverse. Il a été interpellé aujourd'hui. En commission parlementaire, il y a des groupes de femmes, des juristes, des médecins qui lui ont demandé de reculer parce qu'on craint l'effet contraire, d'ouvrir la porte finalement à des contestations. Alors, c'est l'un de nos sujets à notre 24-60 politique de ce soir. Valérie Gaudreault, chroniqueuse politique au Soleil, Guillaume Bourgault-Côté, chef du bureau politique à l'actualité. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir, Véronique. Écoutez, Valérie, est-ce que le ministre va reculer finalement? Qu'est-ce qu'il doit faire avec ça? Le retirer, cet article-là, le modifier? Il n'a pas le choix. Véronique, j'étais en décembre, là, lorsque le ministre a présenté, en fait, je pense pas, mais c'est à l'automne, lorsqu'il a présenté son projet de loi, c'est la première chose qui est sortie. Vrai qu'il je me est sorti, souviens d'un oui. texte le jour même. Des groupes de femmes ont dit, bon, il faut mettre ça dans le contexte où le projet de constitution est controversé à plusieurs égards, mais cet élément-là, précisément de l'avortement, tous les gens unanimement, à part, on pourrait dire, certains groupes anti-avortement qui se réjouissent parce que le problème avec ça, et on écoutait les extraits de Mme Labrie, Mme Garceau, l'impression que ça donne, c'est que M. Jolin Barrette est contre l'avortement. C'est un effet boomerang assez dévastateur parce qu'au final, c'est pour le protéger. Or, en l'écrivant noir sur blanc, bien là, le danger, c'est que certains groupes auraient une poignée juridique pour le contester. Et donc, personne ne le souhaite, sauf ces groupes donc anti-avortement. Donc, ça fait, là, c'est pas nouveau d'aujourd'hui, c'est une récurrence. Et il y a eu un entêtement du ministre qui fait qu'il se retrouve aujourd'hui au pied du mur, littéralement. Il n'aura pas le choix de reculer. Vous le voyez aussi de cette façon, Guillaume, un entêtement du ministre, Oui. sa position. Il demeure campé. En tout cas, pour l'instant, il devrait prendre une décision. C'est M. Drainville qui nous l'a annoncé aujourd'hui. M. Jolin Barrette devrait nous parler de sa décision prochainement, mais... Ben oui, il y a une forme d'entêtement, mais qui vient, je pense, du fait que lui pensait avoir trouvé la formulation qui aurait permis de parler d'avortement sans en parler directement, parce que ce que l'article dit dans le projet de loi, c'est pas le droit à l'avortement est garanti, c'est qu'on dit que l'État aurait la responsabilité de défendre, l'obligation, en fait, de défendre le libre choix si jamais ce droit-là était contesté. Donc, lui est certain que d'un point de vue de juriste et juridique, c'est une bonne formulation qui permettrait d'éviter les craintes qui sont émises. Sauf que à partir du moment où vous êtes grosso modo seul à dire ça, à un moment donné, et surtout si la plupart des groupes, les premières intéressées, vous disent « n'allez pas là », je pense qu'il y a une espèce de prise de conscience à faire. De toute évidence, c'est ce qu'il a fait au terme des consultations, parce que, je veux dire, c'était, à ma connaissance, unanime, Oui. là, en ce sens qu'il fallait retirer cet article, ou en tout cas laisser ça de côté pour l'instant. Même Mme Fréchette ne veut pas qu'il y aille là. Allons écouter là-dessus ce que pensent les deux aspirants à la chefferie de la CAQ. Moi, je pense que s'il n'y a pas de soutien aucun, il va falloir soit le relibeller, le libeller autrement, en fait, ou le retirer. J'ai eu des discussions avec Simon sur cet enjeu et je vais le laisser faire son annonce en temps et lieu. Ma compréhension, c'est que ça viendra plus tôt que tard. Toute une façon de l'apprendre, ça. Valérie? Ah, M. Drainville, on n'est pas une surprise près là, dans ses propos dans cette course à la direction de la CAQ. Très étonnant ce matin d'aborder ça. Connaissant M. Jolin Barrette, très jaloux de son projet de loi. Je ne suis pas certaine qu'il a apprécié beaucoup. Hein? Rappelons-nous, il se disait à quel point il était souverain sur cette décision. Alors de faire annoncer comme ça, dans une activité complètement parallèle et partisane dans ce cas-ci, là, de nouveaux appuis qui étaient présentés à Bernard Drainville. Donc ça, c'était étonnant. Madame Fréchette, j'ai envie de mentionner là-dessus cette semaine, on en parlera plus tard dans le segment, elle a présenté son projet de troisième lien et elle était accompagnée d'un nouvel appui, Madame Martine Biron, donc qui était justement l'ancienne ministre de la Condition féminine qui, elle, avait choisi la voie du plan d'action plutôt que de judiciariser un projet de loi pour
élargir le droit à l'avortement en 2023. Donc, il y avait comme une espèce de connivence, là, peut-être, aussi d'appuyer Mme Fréchette avec cette position qu'elle a eue sur cet article controversé. Ouais. Alors, voilà, ça fait tout rebondir dans la course à la direction, de toute façon, ces dernières semaines. Valérie, puisque vous faites référence au troisième lien, on va y aller au troisième lien. Guillaume, ça a beaucoup retenu votre attention, vous, cette semaine. Écoutez, on l'attendait, cette réponse de Mme Fréchette, sa position sur le troisième lien. On va l'écouter, puis on va revenir. Elle aurait dû dire « Je n'y crois pas, c'est la fin du troisième lien ». Elle propose une vision, je propose la réalisation du projet. Il n'y a pas une baguette magique qui va régler les enjeux de circulation dans la région. Est-ce qu'il se peut qu'à la fin, il n'y ait pas d'intérêt pour un troisième lien à l'Est? Est-ce que ça peut faire partie des scénarios possibles? C'est dans le domaine du possible. Bien, c'est pratiquement à se demander si elle croit en la pertinence du projet. Guillaume, est-ce que sa stratégie, c'est la bonne? Bien, moi, j'ai trouvé ça quand même habile. En même temps, c'est un peu louvoyant aussi, mais habile parce qu'au final, on a beaucoup parlé du troisième lien, d'abord pour des enjeux de circulation, même si l'effet positif du troisième lien est vraiment resterait à démontrer. Mais là, il arrive avec des propositions qui disent essentiellement, bien, on peut travailler, améliorer l'accès aux ponts, par exemple, différents aménagements, élargir l'autoroute 20. Donc, on peut améliorer ces questions-là à plus faible coût et de manière plus rapide. Ensuite, il y a le fameux argument de la sécurité économique qu'on avait découvert au gouvernement l'année passée, qui disait que les camions ne peuvent passer que sur le pont Pierre-Laporte. Il y a un risque pour toute l'économie, tout l'Est du Québec, finalement, la Côte-Nord, etc. Elle nous dit, bien, prenons donc l'option d'abaisser le tablier du pont de Québec, ce que le fédéral avait déjà soulevé. Donc, elle détricote comme ça un peu les différents arguments du troisième lien. Tout ça pour nous dire, essentiellement, bon, elle tire la plug sur le projet actuel, puis elle laisse quand même miroiter que peut-être, mais c'est vraiment un peut-être à souligner, il pourrait y avoir un autre lien. Mais les conditions qu'elle pose, cette idée d'avoir un partenariat public-privé, je ne sais pas dans quel univers le privé embarquerait dans un projet que les études ne soutiennent pas, parce que là, pour le privé, ça ne sera pas un projet politique, là, ça va prendre du concret. Et si on règle les autres enjeux de circulation à Québec? En plus, ça devient encore moins pertinent probablement, mais elle fait ça, Mme Fréchette, avec la porte n'est pas complètement fermée non plus. Donc, je trouve qu'il y a quand même un côté habile à sa démarche. C'est sûr qu'il y a des gens dans la région de Québec, Beauce, etc., Rive-Sud, qui vont probablement, des caquistes, être déçus de ce positionnement-là. Puis M. Drainville dit, c'est vrai ce qu'il dit à certains égards, c'est-à-dire qu'elle propose une vision. C'est une idée, c'est même plus un projet. Je ne suis pas sûr que lui peut vraiment proposer la réalisation 100% certaine de ça. Mais ailleurs au Québec, elle peut certainement, au contraire, je pense, faire des gains avec ça parce que ce n'est pas un projet qui est très populaire à l'extérieur de ceux là, qui en bénéficieraient le plus. Donc, avantage de Mme Fréchette jusqu'ici dans la course. Valérie, je vous vois hocher de la tête. Oui, bien, ça résume très bien parce que ce que je trouve intéressant dans cette proposition, c'est que M. Drainville se retrouve étant celui qui, ultimement, reprochait à Mme Fréchette de ne pas prendre position, d'attendre, de réfléchir. Or, cette réflexion a amené une belle, quand même, une certaine unanimité dans les gens qui, effectivement, n'étaient pas très heureux du tracé central. Et à Québec, c'est assez rare là, qu'on voit tous les acteurs, autant du monde économique, le maire Bruno Marchand, le maire Stephen Blaney à Lévis, des gens de l'Est, et même l'opposition à l'Hôtel de Ville, qui ont tous, à divers degrés, là, salué cette sortie de Mme Fréchette. Donc, comme de quoi, parfois, prendre le temps, ça peut être payant au final. Début de semaine assez occupé, Valérie, à Québec, avec les suites de ce rapport Galland. Vous, c'est le sujet qui a particulièrement retenu votre attention, la SAQ qui a menti pendant pratiquement 10 ans. Que dire de la réaction de M. Legault? Bien, c'est ce que j'avais envie de retenir parce qu'une fois que le rapport a été déposé, qu'est-ce qui nous reste? Hein? C'est quelles suites seront données? Moi, je vais vous avouer que j'ai trouvé que M. Legault n'avait pas été particulièrement, je dirais, chef d'État là, devant ce constat. Il a été assez partisan, a beaucoup essayé de ramener ça à la signature de ce fameux contrat pour le système SACLIC, donc sous les libéraux. Il a vraiment tassé du revers de la main, a pris finalement l'aspect où... le gouvernement ne savait rien, on nous a menti, il a martelé cette ligne, alors que le rapport, quand même, il faut le dire, reconnaît et admet que à partir de 2023,
Plusieurs membres de certains ministères ont été avisés, le savaient. Alors, j'ai trouvé que la réaction de M. Legault, elle était assez partisane. C'était le lendemain, on a vu Mme Duranceau avec les ministres Jonathan Julien et Gilles Bélanger qui sont venus annoncer finalement la réponse officielle du gouvernement. Et encore là, Mme Duranceau qui se disait outrée, donc aucune reconnaissance là, de cette responsabilité ministérielle. Bien sûr que ils se sont fait mentir, les parlementaires, à plusieurs degrés, à plusieurs égards, mais il y a eu peut-être une réaction assez vive là, du côté de la CAQ, alors qu'on ne peut pas nier que certaines informations étaient connues à partir de 2023. Et maintenant, bien, c'est la suite à donner. On évoque un comité un comité de suivi. En même temps, on parle d'un gouvernement qui est en fin de mandat. On aura combien de temps véritablement pour mettre sur pied? On évoque des recours judiciaires, mais qui et comment, par quelle poignée juridique l'État peut faire ça avec soit des anciens dirigeants de la CAQ, même de la SAC, pardon, quel lapsus, ou bien les entreprises informatiques elles-mêmes. Alors, on a vu là, une réponse. Vraiment, le gouvernement, ça continue quand même, malgré que, disons, la ligne principale du rapport était celle que oui, la Société d'assurance automobile a menti. On sent que le gouvernement a essayé là, d'éliminer une partie peut-être des constats du commissaire Galland. Guillaume, votre indignation cette semaine, QS, qu'est-ce qui se passe? On veut attirer un candidat vedette, on a de la difficulté. Oui, bien en fait, le candidat veut y aller. C'est Alexandre Boulrist, député fédéral du NPD. Les règles qui sont trop rigides. Oui, les règles qu'on a adoptées, l'intention était louable. Hein? C'est après les élections de 2022, on a réalisé que le caucus était très majoritairement masculin dans un parti qui fait toujours vraiment attention d'avoir un 50-50 donc la parité dans les candidatures. Donc, on a adopté une espèce de règle pour essayer de forcer, si vous voulez, de faire en sorte qu'on aurait potentiellement un caucus plus paritaire après les prochaines élections. Mais la règle qu'on a trouvée, donc, d'obliger les candidatures de femmes ou de personnes non binaires dans les circonscriptions les plus sûres, si vous voulez, pour Québec solidaire, là où il y a déjà des députés, bien, ça fait en sorte que dans le cas de M. Boulris, qui aimerait aller dans Gouin, qui est en gros la même circonscription qu'il représente au fédéral, bien là, on doit adopter tout de suite une exception à cette nouvelle règle-là, parce qu'on aimerait bien, évidemment, du côté de la direction de Québec solidaire, compter sur une candidature d'envergure comme ça. Mais je trouve que c'est un bon exemple d'une règle pour laquelle l'intention était bonne, mais finalement, on aboutit à quelque chose qui n'est pas vraiment opérationnel. Puis c'est plus lourd, les membres qui vont devoir se prononcer là-dessus. Oui, en fin de semaine, il y aura un vote, effectivement. Voilà, Valérie, en terminant, très rapidement, le temps file, le temps va vite en bonne compagnie. Écoutez, de votre côté, le bon coup, Charles Milliard, qui est arrivé à l'Assemblée nationale cette semaine, en fait, dans les corridors, disons, de l'Assemblée nationale. Oui, on peut dire que le temps va filer pour lui aussi. Hein? Il a beaucoup à abattre jusqu'à la prochaine élection. Il n'est évidemment pas élu, mais il est invité à l'Assemblée nationale. Il a passé 2 jours, en fait 3 journées entières là, à voir son caucus, à rencontrer les journalistes, premier point de presse, beaucoup de défis. Et il a plutôt bien réussi. Il a annoncé hier qu'il ne réintégrait pas Marois Risky. Décision rapide, décision qu'il a assumé complètement. Alors, on peut dire que c'est plutôt des bons débuts là, sur le plan de la communication. Il est assez à l'aise. Il y aura bien des défis, mais saluons ces premiers jours assez réussis pour le nouveau chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard. Valérie Gaudreault, Guillaume Bourgault-Côté, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci. Bonne à bientôt. semaine.